Bonjour les amis, dimanche je pense 3 juillet, je suis invité, et j'ai reçu depuis le début du mois de janvier beaucoup de courriers des amis français et des amis congolais qui m'ont tiré vers le haut. Maintenant, je pense qu'il faut aller vers l'avant. J'ai eu le temps de faire ce tour des amis, de la famille. Je pense que tout va bien pour tout le monde. Et donc, le franco-congolais que je suis partagé entre deux pays. Et donc, c'est toujours un moment d'échange, ce que j'appelais causerie politique, pour ce qui se passe en France et ce qui se passe au Congo. Je pense que ça ne semble pas embêler les deux peuples, que ce soit le peuple de France ou le peuple du Congo. On est dans une cochonnerie politique, que ce soit à Paris, que ce soit du côté de Brazzaville. On prend les mêmes, on recommence. Ça, c'est surtout le cas du Congo. C'est va-t-en-guerre, parce qu'il faut dire qu'ils ont été à l'origine de la brutalité depuis longtemps, et que ce sont les mêmes. Les discours, celui de Mouyondi et celui de Ouesso, sont comptés dans d'autres contrées. C'est les mêmes, c'est toujours surélon du tribalisme, parce que les gens n'ont pas travaillé dans notre pays, et voilà, une élection, une occasion pour nourrir quelques ventres affamés, et puis après tout va disparaître, donc c'est de l'artifice. Donc ceci au Congolais n'est pas à suivre, c'est le voyou, vous voyez, le langage est creux, mais moi je pense que le développement d'un pays, c'est déjà les routes, parce qu'on dit que la route est facteur de développement et de cohésion nationale. Je vais essayer de regarder ce matin pour revoir un peu ce discours sur le nom du tribalisme entre Sibiti, je pense, qui est à la frontière du Gabon, et aussi des plateaux. Je regarde la capitale du Congo, et très en bas du Congo. Et puis tout ça, bon, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire tout ça. Et donc la capitale française aussi n'est pas dans le sud de la France, c'est un peu plus en bas du sud de la France. Bon, c'est comme ça, c'est la vie des peuples, c'est comme ça. Un peu de musique. Et donc, c'est une tristesse pour les deux peuples, parce que c'est le franco, en tout cas congolais. Je vois la situation difficile de Madame Borne, Premier ministre, parce que Macron voulait avoir des nanas. Il y en a au perchoir, il y en a à la tête du gouvernement, il y en a au groupe de la majorité, en tout cas la Renaissance, des dames. Et tout ça, je ne sais pas si ça va servir de potiche, juste pour la beauté, mais je pense que la politique, c'est pas ça. Donc, on essaie d'écarter les vrais problèmes du peuple français, l'essence, qui est essentielle pour certains, dans le cas du travail. Et donc, c'est un leurre de nous présenter les femmes. Bon, j'ai aucune animosité envers les femmes. On sait que je suis un bon mari, je le suis, et je le serai peut-être dans le futur. Et donc, ce n'est pas le sujet de nous installer simplement les femmes et puis faire disparaître les préoccupations des Français qui veulent que leur pouvoir d'achat soit au rendez-vous. Et donc, je pouvais lire ce matin les gens de droite qui disent que finalement, le budget magique c'est terminé et que finalement, M. Jean-Luc Mélenchon avait une baguette magique pour résoudre les problèmes des Français. Ce n'est pas vrai, parce que le quoi qu'il en coûte ne reposait sur rien, et que vaut mieux avoir à côté, je disais, c'est l'enseignant, c'est le pédagogue, c'est pas le démagogue. Entre deux apprenants, entre deux élèves, il y a celui qui vous présente une copie rédigée, et puis l'autre qui vous présente rien du tout, en tout cas
il n'y a même pas photo. Et donc, c'est pour dire que ce qu'avait proposé Jean-Luc Mélenchon, ça tient la route, parce qu'il n'était pas le seul à rédiger ça. Je pense qu'il a coordonné, en tout cas, l'étude économique pour faire avancer ce pays. Et moi aussi, j'ai soutenu, en tout cas, j'étais parmi ces économistes qui ont apprécié, en tout cas, cet engagement de Jean-Luc Mélenchon. Et lorsque les Français refusent, en tout cas, une augmentation de salaire, ça surprend. Et donc, il y a eu aussi Petit, un éminent économiste qui a fait l'école de sciences sociales. J'étais dans la même école que lui. Il est brillant, c'est vrai. Mais quand il vient se contredire en peu de temps parce qu'il a eu peur de la presse, parce qu'elle raconte plus n'importe quoi, moi je pense que le moment était idéal de laisser les constitutionnalistes français sont très bons, d'essayer de gérer cette crise au lieu de laisser les militaires comme on a vu pendant la pandémie. C'était le temps d'une élection, on va encore reprendre les masques, nous sommes, je pense, à la 7e vague, et maintenant, en tout cas, les pharmaciens seront de plus en plus riches, puisque nous sommes à la 7e vague, et c'est pas fini. Donc, c'est ça aussi, le peuple français toujours contradictoire, et souvent, c'est pas ce qu'il veut. En tout cas, bravo, en tout cas, la pagaie que j'avais définie, nous en sommes là. Donc, Macron, je vais le dire, il n'aura aucun respect pour le Parlement, il n'a jamais siégé, on lui avait aménagé un poste par-dessus, il n'a jamais voulu, donc par hasard, en tout cas il y a eu l'opportunité avec le feignant de Hollande, qui est en tout cas à l'origine de la pagaille de la démocratie au Congo, n'a jamais été un démocrate, puisque incapable de défendre son bilan qui n'était pas aussi mauvais que ça, et puis maintenant il veut faire naître la gauche, je ne sais pas par quel moyen, et moi je le trouve très bien, parce qu'il est amoureux, hein, il aime sa femme, je pense qu'il faut qu'il reste là-bas. Donc je pense qu'il faut penser à un renouvellement, que ce soit au Congo, que ce soit en France, et puis la classe politique. Oui, je suis en plein direct là. Merci. Merci à une petite pagaille au niveau de la musique. Je dois contrôler aussi la régie. Je suis tout seul, effectivement. Et donc, je disais que dans ces méli-mélo politiques au Congo, entre ces jeunes hommes d'une génération récente, les discours de Wisso et les discours de Muyondi, je ne vois pas la grande différence. Voilà, les gens qui ont aimé diriger le pays par la force, alors que la force ne nous apportera rien, et que de la violence. Je pense que le Congo a plus besoin d'un dialogue national, de remettre les cartes en place, parce que ces politiques, ils sont incapables de vous dire que entre-temps, le Congo, et jusqu'aujourd'hui, a fonctionné avec 2 constitutions. Alors, celle de 2015, c'était un référendum qui a été confondu avec une constitution, alors que la constitution doit être votée par le peuple, et donc le peuple n'a pas voté cette constitution, et voilà, c'est là qu'est née la pagaille. Et donc c'est la faute du PCT, ils auraient eu le courage avec le président de dissoudre l'Assemblée pour mieux coupler l'élection présidentielle et l'élection législative. Alors, on me parle, semble-t-il qu'il y a des élections, je ne sais pas laquelle, la députation et puis les locales, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par local, est-ce que c'est une régionale, départementale? Et donc j'ai du mal à suivre un peu ce calendrier qui a été calqué au calendrier politique français, mais sauf que le calendrier politique français, on doit ça à Lionel Jospin, qui voulait en tout cas des majorités claires, et voilà, qu'il avait inversé le calendrier politique de manière à coupler l'élection présidentielle et l'élection législative.
qui sont des élections de type national, et donc pour mieux définir en tout cas les majorités, la majorité de celle du président, pour qu'on trouve une certaine cohérence. Quand ça loupe, c'est la cohabitation. Et donc au Congo, il y a le président qui a été élu depuis 1 an, donc il n'y a pas d'enjeu. Sinon, ce que je constate, que le Congo est un pays riche, et tout le monde est en train de donner des dons partout, à la banque, je sais pas, à l'hôpital. Je pense que c'est du n'importe quoi. Je l'avais dit dans le débat français, et que la richesse d'un pays ne peut pas venir des emplois fictifs, des emplois bidons. Donc le développement d'un pays, en tout cas le schéma classique est tracé, c'est de partir des secteurs primaires, et puis basculer en secteur secondaire, la production, et puis la distribution. Donc on a vu dans toute l'histoire de l'économie du monde, en tout cas, l'économie a toujours généré ses progrès sociaux. Et donc, on vous parlera en fond de l'exemple rural, les gens vont fuir la campagne parce que dans le secteur primaire, l'agriculture et l'élevage, les paysans qui étaient là, ils pouvaient que boire la même eau que les vaches, c'est-à-dire l'eau de puits. Et donc là, après, vient en tout cas l'ère de la production, les usines. On a vu cet exode rural vers la ville. Et puis, ils pouvaient avoir une petite télévision noir et blanc. Et donc, il y a eu un petit progrès. Et on les appelait des ouvriers qui ont travaillé dans des usines. Après, on a basculé dans d'autres secteurs tertiaires, en tout cas. Bon, dans le cas de la logistique, la distribution, sinon pour parler des services. Et donc, on a vu les hôtesses pour vendre la pomme de terre en cravate, hôtesses de vente, hôtesses de ceci. Voilà, le chemin du développement, il est comme ça. Il ne peut pas être autrement. Tant qu'on ne peut pas enrichir un pays, avec des emplois bidons, factices, je pense que c'est par le travail, on va dire. C'est pas par l'emploi, c'est par le travail, c'est-à-dire qu'il faut produire des biens et services marchands. Voilà, le chemin qui est indiqué, c'est pas ce chemin que je vois, le temps d'une journée de nourrir quelques affamés, et puis ils vont se plaindre que nous avons cédé des terres à... Oui, puisque vous parlez de la terre, on a quand même appelé. Donc, on a entendu qu'il y aura nos frères, je sais pas, de l'autre pays après Kinshasa, qui veulent des terres cultivables au Congo, parce que la tête de notre pays, ils ne savent pas faire autre chose que la politique, alors que la politique doit être un sacerdoce. Une fois qu'on a servi le pays, il faut laisser les relais se faire. Mais tel que j'ai vu les initiations à la sorcellerie, on le montre comme ça. L'initiation à la sorcellerie, plus des pères en fils, de devenir des hommes politiques. Alors, on a oublié que le Congo est une république. Ils allaient Mboka Yamoto Nyonso, nous allaient pas ma maman Moko. Et donc, c'est par le mérite que ça doit se faire. C'est pas par ce que je vois là. C'est ce que je disais, je n'ai même pas envie de mettre mon nez dans la politique congolaise. Je sais qu'en France, c'est la pagaille. Et je dis au Congo, c'est de la merde. Bon, excusez-moi d'emprunter le langage du président français qui s'exprimait en certains moments, qui disait qu'il avait envie d'emmerder les gens, c'est le désir. Mais moi, je n'ai pas ce désir-là. Je veux que le Congo se mette en marche. C'est de revenir au carrefour, c'est-à-dire au Mbongi, la République, et puis de manière à asseoir la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui confondent la démocratie et la République. La République, c'est le carrefour. La démocratie, c'est le débat. C'est discuter de façon d'avoir la lumière. C'est ça la démocratie. Merci beaucoup. Un peu de musique. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent. En tout cas, je dirais merci au peuple du Congo qui m'a beaucoup encouragé pendant que j'étais perdu, on va dire comme ça. J'ai dû lire tous les messages de Jean jusqu'à aujourd'hui et ce peuple qui m'a tiré vers le haut, qui m'a demandé, allez, il faut qu'on avance malgré tout et que la vie devait continuer. Et merci à ce peuple-là. Et ce peuple mérite mieux que ces dirigeants actuels qui sont en train de brasser du vent pour rien. Et quand on a quand même le feu au Congo qui nous passe entre les jambes,
et que le peuple n'a pas d'eau, je pense que ces gens-là doivent avoir le courage de ne pas se présenter à l'élection et plutôt je les invite au dialogue, c'est de commencer à construire ce pays-là. Je disais que j'avais fait une partie de mes études dans le quartier Poto-Poto. En tout cas, je connais à peu près toutes les rues. Et ça part de on peut parler de la rue Bateke, la rue Kouyou, des Kouyou, qui est des ethnies là-dedans, la rue Bakongo, la rue Aroussa et tout ce que vous imaginez. Moi, je croyais que c'était une bonne idée pour notre pays, mais ça crée des balcons. Et dans chaque rue, en tout cas, nous avons des chefs de guerre. Et ça me désole, ça me met un peu hors de moi quand je vois un peu les gens comme les Antillais. Il y a vraiment une grande mer qui leur sépare entre la Martinique et la Guadeloupe. Ils arrivent à parler le même langage. Je vois encore les Réunionnais qui peuvent vraiment se mettre, qui peuvent communiquer, qui est très tendeur vers Malgache avec celui qui est aux Antilles parce qu'ils ont souffert quand on a souffert de l'esclavage ou de quoi que ce soit. Je pense qu'on ne peut pas reproduire ça. On doit en tout cas repousser la violence, mais ce n'est pas le cas dans notre pays. Et j'ai l'impression, à chaque rue, il y a un chef de guerre, alors que cette proximité devait permettre que les Congolais puissent s'asseoir ensemble. Je regardais bêtement ce matin la carte du Congo, j'ai bien vu que Sibiti, la région de l'Ikoumou, je pense bien, si j'ai encore des notions de géographie, c'était à la frontière avec les plateaux, ainsi de suite. Et donc, je ne comprends pas ces relances, c'est de construire les routes au Congo pour affranchir, en tout cas, ce tribalisme, en tout cas, perpétuel, on n'entend que ça. Et donc, moi, donc je demande aux Congolais, s'ils ont le temps, qui essaient d'évacuer à leur quotidien. Je pense que dimanche, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voté. Ils ont voté tuer n'importe quoi parce que le discours n'est pas bon. Vous n'avez pas l'eau dans les robinets, vous n'avez rien, ni l'électricité. L'électricité, il n'y en a pas. C'est du délestage à tout moment. Nous avons le soleil, nous avons tout ce qu'il faut, des rivières. On pouvait faire des micro-barrages et puis il y a juste à les interconnecter avec ces pays qui génèrent tant de richesses. Eh bien, nous sommes quand même la dernière économie du monde et nous devons nous poser sérieusement ces questions-là avant d'aller prendre part, je ne sais pas à quoi. Et donc, les Congolais sont appelés au travail. Il faut qu'ils travaillent. C'est bien de se plaindre qu'il y a des Rwandais qui veulent venir cultiver la terre au Congo. C'est faux. Ils viennent pour autre chose, pour une question politique, ça n'a rien à voir. Parce que je ne suis pas étonné. Et quand je suis parti du Congo il y a 40 ans, j'ai comparé en tout cas le déclin du Congo au chemin de fer Congo-Océan. Parce que nous sommes un pays de transit que nous ne sommes plus. Avec un port en eau profonde et qui a un rayon d'action qui peut atteindre le Nigeria. Bon, vous parlez d'autres ports du monde, vous savez que lorsqu'on va installer un port dans la forêt, alors que le port est une ouverture dans le monde, est une façade maritime, on a mis les pélots, on est allé mettre le port dans la forêt, et donc on est toujours en déphasage du bon sens de l'économie. Bon, cette affaire de l'usine d'Alimet, ça m'a fait beaucoup rire. Je pense qu'il faut dire, rendre hommage aussi au président Massamba Deba, qui avait pensé la cohésion du pays, c'est-à-dire le Congo, c'est 342 km². Il n'avait pas pensé à sa région. Il était beaucoup comme moi. En tout cas, il est allé installer l'usine d'Alimet à Bétou. Donc, le Congo n'est pas si grand que ça. Il y a maintenant des gens qui veulent venir avec les méthodes de notre temps que le tribalisme. Je pense que le tribalisme ne nous apportera rien. J'ai vu ce président Massamba Deba, on va dire un pilote sur le quartier nord. Il y avait des petites et moyennes entreprises. Pour équilibrer la chose, il va mettre l'usine de Kinsundi, l'usine textile Cetesco à Kinsundi pour équilibrer un peu tout ça. Donc, il y avait l'ingéniosité, il y avait cet amour pour le pays, mais c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Le discours que j'ai entendu à Moyondi, celui que j'ai entendu à Ouessou et ailleurs, ça, je ne me reconnais pas dans ce combat. Voilà pour tout dire. Un peu de musique. Je voulais un peu voir au niveau du compteur. Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont à l'écran? J'aimerais un peu lire leurs commentaires assez rapidement. Est-ce qu'il y a-t-il des commentaires? Est-ce qu'ils sont à l'écart de cette causerie politique? J'aimerais lire quelques commentaires.
Oui, je vois déjà, il y a Valdo, là qui est là. Et donc, je disais que j'étais dans une causerie hein, entre deux pays, la France et le Congo, parce que je suis binational. Et donc, voilà. Donc, encore, je reprends encore ces morceaux de musique pour essayer d'adoucir mon discours. Je ne veux pas qu'il soit haineux, qu'il soit un discours, on va dire, de construction. J'ai un problème avec la régie. Merci beaucoup. En tout cas, je suis en train d'utiliser tout ce que j'ai comme moyen de gérer aussi la partie musique. J'aime bien la musique. C'est une musique de combat politique. Et donc, voilà. Et donc, je disais que dans cette causerie politique, je voulais que les Congolais se manifestent un peu. Donc, ceux qui veulent aller aux élections, que j'appelais les élections bidons, qui ne m'apporteront pas, en tout cas, grand-chose dans notre pays. On a vu que le pays en effervescence. Et quand j'ai vu, en tout cas, ces belles voitures, des ministres danser, j'ai eu cette impression que ce pays décollait. Non, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On va dire, c'est la face visible de la médiocrité, hein, et de ce qui se passe au Congo. En tout cas, les belles voitures, j'en ai vu, les cadeaux par-ci, par-là. C'est ce que je n'ai jamais vu en France. Cet engouement à la bêtise. Après, c'est artificiel, tout ça, ça va disparaître. Donc, c'est aux Congolais de prendre conscience hein, pour ce que j'appelle la construction de notre pays. Mais lorsque dans un pays, vous avez cette fuite de la matière grise, c'est-à-dire les gens qui ont appris à l'école, ceux qui ont la connaissance, sinon le peuple meurt. Mon peuple manque de connaissances, donc il est voué à la mort. Et puis c'était suivi de la main-d'œuvre à l'exil. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans le pays? C'est le chaos. Bon, certains théoriciens de mathématiques de la probabilité disent que c'est du chaos que naît aussi l'ordre. Et donc, je pense que tout n'est pas perdu pour le Congo. Il faut employer d'autres énergies, une nouvelle classe politique. Bon, on peut l'en mélanger avec l'ancienne, mais c'est que l'ancienne occupe un peu tous les postes politiques, c'est pas une élection, c'est sont des nominations plutôt que autre chose. Et pourquoi c'est ça que je ne comprends pas, l'engouement du peuple congolais qui participe un peu à ce cinéma un peu funeste comme ça. Je pense qu'il devrait se retourner vers le travail, s'occuper de ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire leur quotidien. Et donc, l'homme politique, c'est le temps de l'amusement, et puis ça va passer, mais je pense qu'il faudrait que les Congolais prennent la mesure, la conscience de l'avenir de notre pays. Et donc, notre pays ne peut que se construire avec les filles, les garçons, en tout cas, de ce pays. Et donc, non d'être face à face, tel que je l'ai entendu dans les discours, alors qu'au contraire, j'emprunte en tout cas cette terminologie, cette façon de parler du ministre Colombe lorsqu'il était avec Macron. Il a eu le temps de faire son bilan, parce que si c'était fait par les autres, ils auraient fait à leur goût. Il avait dit, et je pense qu'il a raison, que son départ, il avait tout fait pour que les Français restent côte à côte, mais il avait peur que les Français se retrouvent face à face. Et puis voilà, c'est ce qui s'est produit en France. C'est des ordres politiques. Macron est dans une majorité minoritaire, c'est-à-dire il lui manque 45 députés, arrivé à 289, moi j'ajoute 1 plus 1, donc 290 pour avoir cette courte majorité pour pouvoir diriger ce pays, mais ce pays ne sera pas dirigé. Les Français ont demandé un équilibre de pouvoir, mais Sarkozy, qui n'avait jamais cédé à l'Assemblée nationale, il a le mépris total de ce pouvoir-là, alors qu'on sait actuellement tous les pouvoirs essentiels, c'était au gouvernement. Et maintenant, l'attraction politique devient quand même l'Assemblée nationale, c'est le troisième pouvoir de la République. Et donc, je pense que ça ne tiendra qu'un temps.
On essaie comment on appelle ça, de faire des débauchages à gauche, à droite. Et puis, je pense que Jacob a été très clair là-dessus, qu'il ne fallait pas compter sur eux. Et puis, maintenant, si on vient au niveau des hommes, ce sont les hommes qui conduisent, en tout cas, la politique. Je pense à Xavier Bertrand. Je pense qu'il ne va pas adhérer à une telle posture de débauchage, ni aussi Vaquier, je pense, qui dirige sur une région. Il a un avenir politique au niveau de la présidentielle, puisque Macron, Jupiter, c'est lui qui a cassé, en tout cas, l'esprit de la Ve République. La Constitution lui interdit de ne plus se présenter. Et donc, quand même, il y a tout un avenir à gérer. C'est ce qui reste à faire, on va dire. Et donc, je pense que, bon, c'est vrai que les républicains de Sarkozy, on ne comprend pas très bien, tout le monde a compris, et que finalement, ce n'est pas un sacerdoce d'être un élu du peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. On parle plutôt des salariés, hein, qui sont à la charge du contribuable français et qui n'ont pas l'honneur de dire qu'à un certain moment, on se donne une année, ça va bloquer. Autant mieux qu'on reparte, en tout cas, vers de nouvelles échéances pour avoir une majorité claire, mais ça ne sera pas le cas, parce que le Front National sait très bien qu'avec 89 députés, il va arrondir, le parti va arrondir ses dettes. Voilà, comme ça qu'on raisonne. On a vu des vice-présidents nommés à l'Assemblée nationale avec la participation, en tout cas, de tout le monde. Et donc, il y a un mélange que je ne comprends pas. Et nous, qui étions à gauche, hein, la NUPS, semble-t-il, que c'était le temps d'un petit machin, mais je pense que ça a sa raison d'être, c'est ce qui a donné. Moi, j'ai vu tous les candidats qui ont été élus, ils ont été élus avec la tête de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça l'honnêteté, hein, il faut avoir l'honnêteté pour se dire intellectuel. Donc, on lui doit ça aussi, on lui doit ce respect-là. Bon, c'est vrai que la gauche, partant du moins fini de la gauche, il y a eu les partis communistes, toujours en allant vers le centre. On a dit croiser les partis socialistes, les écologistes, et puis la société civile, c'est ça la gauche. Nous sommes partis de l'extrême gauche, nous ne sommes pas des extrémistes, comme l'a voulu dire le président Macron, qui est plus jeune que Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, quand il est ministre, on ne connaît même pas Macron. Et donc, cette façon de venir avec une brutalité comme ça, de venir déverser comme ça pour le plaisir, mettre des étiquettes de gens, moi, je n'aspire pas à cette politique-là. Je pense que ma voix a été entendue en France sur pas mal de domaines. Oui, je suis allé à l'encontre de ce que pouvait penser Piketty. Et le jour, il pense ça, le soir, il pense autre chose, jusqu'à venir contester ce programme de Jean-Luc Mélenchon. C'était un programme, et donc il était susceptible d'être aménagé. Et donc j'ai introduit en France, hein, en tout cas j'ai eu le courage d'introduire, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à la prévision politique, à des certitudes plutôt. Il fallait aussi introduire, en tout cas, la prospective politique. Quand je parle de la prospective, je pense à, comment on l'appelle, à Michel Godet, hein, ce brillant économiste et mathématicien, qui avait parlé de la crise de la prévision, essor de la démographie. C'est ce que j'ai dit aussi pendant l'élection présidentielle, que finalement, entre ces études d'opinion, parce que je suis économiste de formation statisticien, et donc je ne peux pas être contre les études d'opinion, à un certain moment, quand vous avez Jean-Luc Mélenchon, qui vous sort à peu près 100 000 personnes à Paris, je ne sais pas, tout Marseille debout, et qu'on peut se contenter d'un échantillon de 1000 personnes. Et donc, il nous a manqué simplement du temps pour mettre, en tout cas, les statistiques en difficulté. Bon, ils ont tout prédit, mais moi, j'ai des référents que je respecte beaucoup dans ce domaine de l'économie ou de l'économie mathématique. Des gens comme les démographes et économistes, comment on l'appelle, Alfred Soli, qui ont marqué l'histoire de la démographie et de l'économie en France. Il disait que les prévisionnistes doivent aussi faire des prévisions dans le sens de les faire échouer. Donc, il doit être capable de prévoir le prévu et l'imprévu. Donc, c'est pourquoi cette certitude qu'a voulu emmener en tout cas Macron dans la politique française, maintenant, il a compris qu'il n'a pas de majorité. Hein, il a une majorité minoritaire. Il le manque au compteur 45 députés. Eh bien, ça sera difficile à débaucher parce que lorsque vous prenez un ministre, il va laisser son poste, c'est vrai,
et qui va, il va avoir autour de lui une affaire de 20 collaborateurs. Bon, enfin, et puis le suppléant va le succéder le temps d'être au gouvernement. Mais je pense à 45, ça fait quand même un grand nombre, et donc ça va être difficile pour lui. Je pense que les Français seront appelés à une nouvelle majorité. Ils ont compris qu'il ne fallait pas donner tous les pouvoirs au président Macron. Et maintenant, la 7e vague, eh bien, il faut s'apprêter, il faut apprêter nos épaules pour la vaccination, et donc on ne sait pas toutes les études nécessaires concernant les effets secondaires. Il y a des gens qui en souffrent. Moi, je suis à 3 vaccins, et puis il y a certains membres du gouvernement qui n'en sont même pas à 3, parce qu'ils ont trouvé l'astuce, c'est de venir tousser à la télévision, comme quoi il a été en contact du virus, et donc il faut qu'il recherche l'immunité naturelle. C'est comme ça qu'ils nous ont délivré. Et donc, je pense qu'on ne peut pas continuer à diriger un pays avec des mensonges. Je pense que la politique doit retrouver ses lettres de noblesse. C'est une science, d'où les écoles de Sciences Po. Et donc, moi, je suis de ce côté-là, de la politique, la vraie, hein, celle qu'attendent en tout cas nos électeurs. Encore la musique. Donc, je disais que oui, c'est vrai que à force de jouer avec le feu, et voilà, on retrouve un pays qui n'est plus gouverné parce que quand même, c'était à la France la deuxième économie de l'Union européenne, en tout cas sur le plan démographique aussi. Et donc, c'était à la France et à l'Allemagne de prendre des initiatives de relancer, en tout cas, cette économie française en récession, et qu'il n'est pas le cas. Bon, maintenant, s'il faut s'en tenir aux propos de Piketty, qui disait que finalement, tout ce qui avait proposé Jean-Luc Mélenchon allait se faire absorber parce qu'on parlait d'augmentation des salaires par ce qu'on appelle cette spirale salaire-inflation, salaire-inflation. Non, c'est faux parce que je pense que je suis allé le lire. Je pense qu'il connaît très bien Maynard Keynes en 1929, qui nous a sorti de ce bourbier de la crise économique, où on voyait les patrons se jeter par la fenêtre. Et donc, il fallait aller relancer, parce qu'il faut remettre l'État dans l'action, qui est un agent économique comme l'autre, parce que je vous avais parlé des 4 points cardinaux, que finalement, autour de l'entreprise et ses concurrents, il y avait donc, ce partenaire immédiat, ces agents économiques qui sont proches. Et donc, il y avait le client, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents, le fournisseur, relation réciproque avec l'entreprise et ses concurrents. Et puis, finalement, vous avez aussi les finances, c'est-à-dire les établissements financiers, la banque et les établissements financiers. Et puis, l'autre qu'on a tendance à oublier, l'administration fiscale, c'est-à-dire que l'État aussi est un agent économique par ça. Et donc, je disais, puisque dans mon propos, il y a des gens qui sont venus vers moi, qu'est-ce que je pensais par que l'économie devait bâtir la finance. J'ai essayé de voir ceux qui ont fait de l'économie mathématique, comme Maurice Allel, cet ingénieur sorti de l'école des mines, qui a encadré Strauss-Kahn. Il disait qu'il ne faut pas que nous arrêtions simplement à nos sentiments, à nos jugements de valeur, nos idées reçues. Il fallait apporter le calcul. Donc, j'ai pris le calcul sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y a des façons d'aller vers le plein emploi. Si vous êtes américain, vous pouvez aller par la croissance, mais nous, les Français, nous le faisons par la réduction du temps de travail. Nous sommes parmi les pays les mieux productivistes du monde, et ça n'a pas amené, en tout cas la France, au niveau de l'économie mondiale, à une position exagérée. La France est toujours la puissance économique, malgré les 35 heures, qui a été, en tout cas, qu'on a voulu combattre quand on est dans l'opposition, mais lorsque M. Sarkozy et M. travaillaient plus pour gagner plus, avec la majorité nécessaire, que ce soit au Sénat, que ce soit au Parlement, n'est pas revenu à la réduction du temps de travail. Donc c'est un progrès. C'est ce que je disais, l'économie, quand l'économie avance, c'est aussi le progrès, et social aussi avance. On a vu les gens qui étaient en train de boire l'eau des vaches, les paysans, on les a vus quand l'économie progresse aussi. Et donc je pense à André Gorz qui avait dit qu'il fallait subordonner finalement
le social et l'économie. Donc on fait de l'économie sociale et non le social économie. Et donc c'est de la planification. Et je regrette un peu que M. Macron a oublié que M. Barrot, qui parle beaucoup, qui contredit tout le temps tout le monde et à tout moment, et qu'il est commissaire à la planification. Donc il faut planifier. On ne peut plus continuer à diriger ce monde seulement comme ça, avec la pagaille souhaitée, en tout cas, euh, par la France d'en haut, on va dire les gens qui gouvernent le monde d'en haut, qui sont toujours dans une contradiction, parce que je suis encore un astrophysicien ce matin, sur la beauté de la vie, sur la croissance, il y a beaucoup de choses à dire, mais si c'est pour polluer, et en tout cas la planète, c'est monter d'eau, je pense que c'est une mauvaise croissance. Donc là, il faut qu'on recherche la croissance de qualité, donc de produire bien, et c'est pas tel qu'on voit ce réchauffement de la planète. Et donc, M. Jean-Luc Mélenchon a raison de parler de planification. Quand on parle de planification, il ne faut pas les ramener à la planification de Poutine, de l'URSS, non plutôt celle comment on l'appelle, Michel Godet, cette planification stratégique qu'on appelle la prospective, avec le plan A, le plan B. Et donc, il s'agissait de ça, il ne s'agissait pas vraiment de venir mettre l'économie forceuse à difficulté, bien au contraire. Et, il y a eu la crise sanitaire, gérée par les militaires, ce n'est pas leur rôle. Je pense qu'ils sont très bons pendant la guerre, ils savent déplacer des troupes, faire du lotissement, la logistique de soutien, les ambulances derrière, quand on a une jambe amputée pendant la guerre, ça ils savent le faire, mais en temps de paix, je ne pense pas que les militaires soient le meilleur, en tout cas, en médecine, en quoi que ce soit, en tout cas, et ça a donné ce que ça a donné, et puis c'est pourquoi on a vu ce désordre, Jean Castex, qui s'est vu diminuer parce qu'il s'est mis en étau entre, en tout cas, le conseil de guerre, les conseils pour combattre, je sais pas, la pandémie, alors que l'OMS disait plutôt qu'il ne s'agissait pas d'affronter les Français, il fallait plutôt convaincre que de contraindre. Et donc, quand vous mettez les militaires, secret défense, eh bien, c'est pourquoi, le temps d'une élection, on va repartir avec les militaires, vaccin à gogo, et ça, il ne faut plus se plaindre, c'est comme ça. Et l'essence sera pas réduit. C'est aujourd'hui que j'ai fait un peu attention. Non, c'est hier que j'ai pris du carburant, du gasoil. Effectivement, on n'est pas encore en bas de 2 litres, comme l'attendent les Français. Mais lorsque on essaie d'être les profiteurs de la guerre, vous savez ce que ça peut donner, ça détruit les circuits d'approvisionnement. Et donc, il faut café, il faut passer par ceci. Et donc, les délais sont peu respectés. C'est ça. Donc, nous devons être exigeants avec nos gouvernements parce que, voilà, c'est comme ça. Un peu de musique encore. Je vais mettre un peu de musique. J'aime bien la musique. Voilà, donc dans cette causerie politique, je disais que c'était les franco-congolais qui étaient entre les deux eaux, entre la Méditerranée qui est notre cimetière pour ces enfants africains qui fuient la misère hein, pour venir en Europe, mais on oublie dans ce mythe Macron qui veut de l'énergie nucléaire, mais oublions que l'uranium, il faut aller chercher ça en Afrique. Et donc j'étais partisan de ceux qui pensent qu'il n'y a pas que les marchandises qui doivent bouger. Donc quand on fabrique une richesse dans mon pays, ce sont des biens, des services marchands. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens-là qui fuient la misère en tout cas créée par ceux qui sont, parce qu'il y a un peu l'a dit, ceux qui gèrent le monde, le Conseil de sécurité, ces 5 puissances qui sont les champions hors normes, qui vendent les armes comme des cacahuètes. Et ça, ce sont des questions universelles qui devaient interroger tous les citoyens du monde. Parce que je me dis qu'à 1 an, quand on est bébé, on n'a pas d'opinion politique. Et lorsque ça part de là-haut, que ça vienne atterrir sur les enfants, ça devait heurter pas seulement ma conscience, la conscience collective. C'est ça les combats d'avenir, que d'aller dans les combats d'arrière-garde, tels que les causeries que j'ai vues entre le président français
As-tu vu, il a bien fait le Matalana, et sans me dire, de dire des choses que les gens ne voulaient pas entendre, que nous avons entendues. Et je pense que ça n'honore pas de ceux qui dirigent cette humanité. Et donc, je pense que pour avoir le prix de l'essence à moins des euros, il faut arrêter la guerre, simplement. Si on arrête la guerre, tout ne sera pas détruit. Vous avez détruit tous les circuits, vous avez tous ces bandits, et puis pour venir salir l'économie. Entre-temps, on a fait l'effort, en tout cas, de retirer l'argent sale dans l'économie, mais avec la guerre, il ne faut pas s'étonner que tous ces brigands, tous ces voyous qui viennent injecter leur argent. Donc il faut, je pense, revenir au bon sentiment. Je pense que la vie est un don, donc personne ne peut se targuer de devenir, je sais pas, nous leur devons la vie ou la mort. Je pense qu'il faut qu'ils reviennent au bon sentiment de pouvoir simplement être des êtres humains. Un peu de musique. Ah, monsieur Dali est là. Très bien. Il est en Chine. J'essaie de regarder, en tout cas, le tableau. Merci à lui. Il y a un problème de régie. Ok, c'est fait, c'est réglé. Et donc, je disais, dans cette causerie politique, j'étais tenté de faire des allers-retours au Congo et puis en France. Bon, il y a aussi la question centrale de la monnaie. Il faut redire à nos économistes africains qu'on peut faire de la politique monétaire. La monnaie est un levier dans l'économie, ça peut permettre de mettre de l'argent s'il le faut, d'injecter dans l'économie, sauf qu'il ne faut pas trop injecter par rapport à l'économie réelle, ça peut surchauffer l'économie. Et donc, je reviens à la question du franc CFA. Non, ça, c'est ces dirigeants, depuis des années, qui pavanent au pouvoir, ils ne sont même pas capables de réunir le franc CFA. D'ailleurs, ça a été le chemin inverse d'abord. On a vu comment s'est créée l'Union européenne ici. Ça a commencé par l'économie et que la monnaie était l'acte final. Chez nous, on a fait tout le contraire. On a commencé par la monnaie et je ne suis pas, en tout cas, je ne m'interroge pas pourquoi notre économie africaine est désarticulée. On a vu, puisque je suis spécialiste dans les transports ferroviaires, c'est une partie, en tout cas, de mon mémoire. J'étais en train de voir le standard africain, l'écartement chemin de fer 1,067 m, et puis avec ce port en eau profonde de Pointe-Noire, le Congo pays de transit, qui ne l'est plus d'ailleurs, et puis finalement, ceux qui financent en tout cas l'économie chez nous, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui sont des conseillers de nos gouvernements, ils ont conseillé d'avoir, pour le trafic de manganèse, deux voies concurrentes, celle de Vondo, avec un port qu'on a créé à Libreville, qui est un petit port par rapport à celui de Pointe-Noire. Et donc, c'est pour avoir cette concurrence avec une rupture, en tout cas, de charge, c'est-à-dire le chemin de fer ne peut pas se connecter. C'est vrai que le Gabon, ils ont un chemin de fer avec un grand gabarit, 1,40 m à peu près, et puis plus 1,067 m. Mais, donc, ce qui fait que l'économie est désarticulée. Non, ça crée une concurrence, c'est un manque à gagner, et donc on ne peut pas parler d'intégration de la zone d'Afrique centrale, et puis plus la monnaie au centre, ce qui est une monnaie paresseuse, qui ne participe à aucune compétition, parce que, en tout cas, le pétrole est vendu en dollars, et puis pour nos achats, en produits manufacturés, on achète en euros, alors qu'il y a un différentiel que nous n'empochons pas, et en plus, semble-t-il qu'avec ces chefs d'État qui veulent demeurer au pouvoir, pour moi qui sont des imbéciles, je dis il faut dire qu'ils sont des imbéciles, mais comment on peut imaginer que pour être dans la zone de fond, il faut aller déposer, en tout cas, la moitié de la masse monétaire d'un pays au trésor public français, c'est-à-dire l'argent qui dort là, tranquillement, qui n'est même pas indexé à l'euro, et puis venir bomber les torses. Moi, je pense que moi, je les attendais plus là.
que dans autre chose. Et donc, j'ai discuté avec le professeur Morisson, celui qui incarne de la Banque de France. Je pense qu'il avait du mal à saisir la discussion. On était avec Kemayou. Je pense qu'à la fin de l'émission, il n'a pas eu la sagesse de lui dire, comme il avait dit à Kemayou, au revoir et bonjour, parce qu'il était en train de nous dire la dévaluation qu'il y a eu entre-temps, où le CFA, les 50 euros de CFA, étaient passés à 100 euros, et il avait dit qu'on avait cassé la monnaie en moitié par moitié, c'était la moitié de la monnaie qu'on avait cassée. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est faux. Lorsque vous prenez les taux d'accroissement, il fallait lire l'un des meilleurs économètres, question de la bourse, dans les taux d'accroissement. Je disais, c'était P1 sur P0, c'est-à-dire, si vous divisez les 100 euros, divisé par 50, vous avez 2 moins 1, vous multipliez pour avoir les pourcentages. Alors, le taux effet, c'était 100%. Donc, c'était un mensonge. Et ça fait quoi? Ça fait du mal à nos économies, c'est-à-dire ça a doublé la dette. Donc, c'est ça, c'est là où on attend les dirigeants congolais, que ce soit les dirigeants camerounais, bon, disons les dirigeants de la zone de France. Donc, c'est une imbécilité. Et d'aller déposer l'argent tranquillement comme ça. Alors, je disais que ça pouvait être un levier de l'économie. On peut faire aussi la relance par l'économie. On a vu, si vous n'avez pas les outils de l'économie, de votre monnaie, on a vu quand il y avait les benchmarks et le franc, et à un certain moment, l'économie française montrait ses limites pour aller dans le marché, en tout cas allemand. Donc il fallait procéder à des dévaluations, je dis bien, à la proportion gardée. Il fallait enlever un peu de pouvoir dans notre monnaie, ce qu'on appelle les dévaluations, pour aller dans ce marché-là, bon, avec les conséquences que j'ai dit au niveau de la dette extérieure. Et donc, toute l'économie qu'on train de développer pendant la campagne là, cette économie de merde, c'est-à-dire qui ne vaut rien, qui ne repose sur rien. C'est-à-dire, j'ai pris ce que je disais, il n'y a pas à l'époque de l'euro et du Deutschmark, vous ne pouvez pas expliquer que vous pouvez avoir une monnaie forte alors que votre économie est faible. Donc c'est ce que j'appelle l'économie réelle. On appelle ça des fondamentaux de l'économie. Hein, ce n'est pas l'économie de l'information, on peut fabriquer l'argent comme on veut, et donc c'est pas ça. Donc l'argent fabriqué doit être proportionnel à votre économie réelle. C'est comme ça qu'on gère ces flux-là. Et donc, tel que je vois ceux qui nous parlent de l'inflation en France, allez voir un peu ce qui se passe chez moi. L'argent qu'on distribue comme ça à tout va, qui ne repose sur rien, c'est un peu le poids qu'il en coûte, quoi, ici, si je veux faire l'équivalent. Et donc, nous devons être sérieux à ce genre de questions. Hein? Donc, tel que les fonds CFA avec une partie fixe, c'est-à-dire un axe horizontal, il n'y a pas une variable dessus. Hein? Et donc, ce qui fait que nous sommes à la place du monde avec d'autres règles. C'est comme si j'étais en train de jouer du football avec les règles de handball. Ça me rappelle un peu la main du diable Maradona. Et le but était accordé. On est un peu dans cette économie-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas marquer 10 buts comme ça dans une Coupe du Monde. C'est l'exception. Donc, il faut que ces dirigeants-là aient la gentillesse de passer le relais à d'autres générations parce que 40 ans, c'est quand même beaucoup de générations. Je ne sais pas comment on compte les 40 ans en démographie. Je pense que c'est chaque 5 ans, ça fait 8 ans. On a sacrifié à peu près 8 ans, 8 générations. Et je pense que c'est trop. Donc il faut savoir passer la main. Donc, je ne suis pas le franco-français qui a un passeport français, qui parle contre son pays d'accueil. Non, je disais que j'étais un universaliste, un citoyen du monde. Ce que je dis à un petit blanc, c'est ce que je dis à un petit noir. Et donc, ce qui est bon pour le petit blanc, l'est aussi pour le petit noir. Donc, c'est un langage universel que tout le monde peut comprendre parce qu'on peut se poser la question comment il peut tenir un tel langage, le binational. Mais je suis dans une critique constructive. Alors, donc, je pense que le président Jupiter Macron, il a perdu une partie d'Afrique. On a dit qu'il y a maintenant des milices privées russes qui sont en train de faire son petit loi.
et changer la donne, alors que c'est vrai, le passé est très douloureux de l'esclavage aujourd'hui, mais je pense que les Africains, ils ont transcendé un peu cette partie de l'histoire, et que quand on sait que ce sont les parents qui sont venus mourir en France, et pour que le Français ait la vie démocratique dans son pays, et que ce retour, c'est-à-dire ce retour d'ascenseur, je n'ai pas toujours compris, et pourquoi cette Afrique est à la traîne. Il n'y a même pas de banque au Congo, vous avez les Western Union, alors Western Union, je ne sais pas, les Western Union, les MoneyGram, ce sont des établissements financiers. Quand je revenais dans ce que j'appelle les 4 points cardinaux de l'économie, c'est-à-dire l'économie, l'entreprise et ses concurrents au centre, je ne vois pas ça, parce que lorsque vous prenez les budgets des ménages, il faut dire, ça fait partie de l'économie, et que finalement, au niveau de ressources aussi, on pouvait associer le crédit. Alors que votre salaire vous sert à payer ceci, cela. Donc, un pays qui n'a pas de banque, sans des bricoles à côté. Hein? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, heureusement, on va dire, ces Américains sont là pour pallier un peu ce que la France, puisque la monnaie est gérée par la France, et puis d'un coup, on a cassé les banques. Eh bien, s'il n'y avait pas l'OCDE, quel serait devenu ce pays? Hein, le Congo et puis ce que je dis les pays de la zone franc. Donc je pense que il incombe à l'homme politique, quand il a fait une erreur, c'est de venir la réparer. Donc nous devons avoir des banques au Congo. J'aimerais bien avoir un crédit lyonnais et que ça fonctionne. Parce que cette façon de balkaniser, rien que par la monnaie, les deux monnaies de l'Afrique centrale et celle de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a aucune frontière. Hein, il y a la terre, la pleine terre qui est là. Donc, on ne peut pas venir commercer entre ceux qui sont au Tchad, la frontière, c'est le Niger, ça ne passe pas. Alors, on a beau être imbécile, je veux bien que ces gens-là continuent à diriger l'Afrique, mais diriger de cette manière-là, avec une telle imbécilité, je pense qu'ils doivent, en tout cas, laisser la place aux générations futures. Peut-être qu'ils vont changer ces décors de l'Afrique. Sinon, quand on parle de cette Afrique, c'est la Méditerranée. Et nous n'avons que des morts entre ces deux frontières. Et donc, je pense qu'il faut changer les choses. Et donc, voilà, qui peut convaincre le main, celui qui est, en tout cas, universaliste, je dis bien. Ce que je dis ne peut pas être contesté à la place du monde. Ce qui est bon pour la France, c'est bon pour le Congo. Point la ligne, ça ne se discute pas, ça. Voilà, un problème au niveau de la régie, parce que je jongle avec mes mains. Et donc je disais, voilà, dans cette causerie politique, j'ai fait des allers-retours Congo entre la France et le Congo. Mais en tout cas, j'ai passé, on va dire, plus de 40 ans, presque la majorité de ma vie en France. Donc, n'attendez pas que j'exprime les mauvais sentiments dans mon pays qui m'a bien accueilli, d'ailleurs. Et donc, souvent, j'ai fait attention quand même entre les deux pays. Bon, maintenant, ceux qui sont dans le tribalisme, je veux leur dire, dans le racisme et le tribalisme, ce sont des valeurs que je combats ici. Mon pays a eu un moment à parler, comment ils appellent ça, les antivaleurs. Bon, il fallait les combattre, mais malheureusement, ce n'est pas combattu. Il a fallu le temps d'une élection pour entendre le discours de Wessé, celui de Mouyondi et d'autres ailleurs, qu'ils ont des fiefs, je ne sais pas sur la base de quoi. Et donc, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup parce que je disais que j'avais l'éducation de mes parents, c'est celle d'avoir une certaine gêne pour ne pas gêner les autres. Donc, ce que je vois, hein, ces successions mystiques de la sorcellerie, des gens qui distribuent des voitures, on distribue les matelas à l'hôpital. Mais quand je vois, c'est du mensonge. Quand j'ai vu l'intervention, je pense au laser de l'hôpital, pour ne pas parler du Sénégal, parce que le Sénégal a quand même fait un grand pas. Et le Sénégal est capable, c'est pas ce que fait le Rwanda, est capable de supporter l'immigration dans l'autre sens. Donc, ces matelas qu'on distribue à l'hôpital, je ne sais pas, la petite cuillère, ça va disparaître. De toute façon, j'ai un ami qui a amené du matériel à l'hôpital. C'est le temps qu'il revient en France et tout avait disparu. Donc, il y a le vol,
Hein, ça, ce sont des antivaleurs. Et donc, pour nous rendre le meilleur service, moi, je pense qu'il était préférable d'arrêter ce processus d'élection pépidon, qu'on parte vers une conférence nationale et que tous les Congolais soient invités sans chasser personne pour rebâtir ce pays. Autrement dit, c'est terminé. Bon, déjà, au niveau de la face du monde, on n'est pas présent, les gens sont incompétents. Hein. Et comment on est venu dans cette Afrique nous dire qu'il y avait un pléthore au niveau de la fonction publique. Ça aussi, les Français l'oublient, que la plupart des fonctionnaires, en termes de ratio, on les trouve dans les pays nordiques, scandinaves, et la France n'a qu'un cinquième de ses fonctionnaires. C'est pourquoi je disais que la France était un agent économique. Quand j'ai fait ces calculs, bien réduire le temps du travail de 30 minutes, on pouvait aller vers ce qui fixe le Bureau international du travail, vers les 5% du taux de chômage. On pouvait y arriver, hein, mécaniquement. Donc j'ai fait ce calcul. Et donc nous, quand j'ai vu ce Fonds monétaire international qui est venu proposer un concept paradoxal, parce que quand on parle de développement, c'est une croissance, il faut essayer de sortir de là où on est. Et quand on parle d'ajustement, c'est un développement, il faut un peu raser ces dépassements. Et donc, je n'ai pas compris. J'étais à l'époque d'Adji Komlan. Il était surpris de m'entendre à la radio Africa numéro 1. Il parlait qu'il fallait aller par secteur. J'avais pris le secteur de l'enseignement, par exemple. Si au Gabon, parce qu'il faut raisonner en termes de masse monétaire, masse financière, on ne raisonne pas en termes d'effectifs parce que c'est un jugement qui n'est pas complet. C'est ce que j'enseigne ici. L'inventaire avec la quantité, ça ne nous amène à rien. Alors que quand on a un souci de prix, c'est-à-dire en valeur, on peut déterminer un peu la réalité des choses. Donc, ça reste encore des jugements de valeur. Et donc, je disais ici au Gabon, un instituteur gagnait en tout cas 100 000 francs pour 100 élèves, et que celui du Congo, pour 50 élèves, pardon, et que celui du Congo, il avait le même salaire pour 100 élèves. Je pense que le Congo pouvait encore se permettre d'ajouter un deuxième enseignant, c'est-à-dire doubler, ça veut dire 100%. Alors, quand je parlais que l'instituteur congolais avait 100 élèves, au Gabon, il y avait 25 élèves, j'avais parlé d'un accroissement de 300%, c'est-à-dire 4 moins 1 sur 1 multiplié par 100, vous avez 300%, parce que je viens de faire la démonstration des chiffres. Hein? Les 50, on avait dit que de 100 divisé par 50, ça fait 2, ça fait 100%. On a doublé les effectifs. Et donc, rien que ça, on n'a pas été à la tort d'aller contre ces gens qui sont nos experts et qui nous ont faussé le jeu de la désintégration de l'économie entre le Congo et le Gabon. C'est toujours les mêmes. Ils divisaient pour régner. Donc, ils créent que ça. Donc, il faudrait que cette élite qui a étudié, hein, ces présidents, on a dit que l'Afrique a quelque chose à voir avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il manquait le blé pour fabriquer du pain. Alors, on a dit au Cameroun, ils ont fait l'expérience, avec la farine de manioc, on peut très bien fabriquer le pain. Donc, il faudrait que nous nous affirmions à la place du monde, que de nous affirmer dans les élections bidons. Et d'ailleurs, je parie que cette élection de dimanche 10 juillet au Congo, on risque d'avoir les résultats. Encore le record, c'est 48 heures. Mais là, c'est vraiment bien truqué, quoi. Mais quand ils veulent vraiment truquer finement, je pense qu'ils prennent le temps. On ne peut pas prononcer une élection au ministère. Le ministère est là pour enregistrer, c'est une chambre d'enregistrement pour toutes, comment on appelle ça, pour toutes les circonscriptions, et puis donner le résultat national. Et donc, si vous voulez que votre élection, franchement, nous en France, on ferme le bureau, je vous dis bien, à 18h, à 20h, nous avons le résultat, c'est celui qui a gagné. Alors, donc, comptez, je dis bien, le Congo n'a pas 60 millions d'habitants, c'est pas vrai. On a dit 4 millions, encore. Le nombre d'électeurs, il n'y en a pas assez. Ceux qui sont inscrits au niveau, comment on appelle ça, des listes électorales. Et donc, comptez des 200 bulletins. Si vous avez besoin de transférer ça au ministère, vous avez tout faussé. Nos problèmes partent de là. 200 bulletins, on va passer une semaine pour les compter. Et c'est au ministre de prononcer les résultats. Mais il n'a pas ce droit-là. Il est là pour configurer tous les résultats de toutes les circonscriptions, et puis pour la ligne. Aujourd'hui, nous avons les moyens de communication, le téléphone, tout ce qu'on veut. Et donc, normalement, celui qui gagne une élection dans une circonscription, au plus tard à 21h, les gens, ils comptent, après pas de dormir, et puis il n'y a plus de débat. Mais si vous commettez l'erreur,
prendre vos procès-verbaux, de les envoyer à la mafia. Alors après, il ne faut pas s'étonner et qu'il y a eu des inversions des résultats. Donc c'est pourquoi je ne vois pas l'utilité d'aller à une élection. Si vous ne savez pas compter déjà 200 votes, vous faites honte au monde entier. 200 bulletins de vote. On ne sait pas les compter en moins d'une heure. Alors maintenant, si vous savez le faire, là, ça pose un souci. Donc c'était au ministère, moi même pas au ministère, compter les bulletins. Vous prenez ça à haute voix, un tel. Vous mettez, comment on appelle ça, et vous mettez des bâtonnets. La méthode du balai ou bien la méthode du pendu. Hein, vous avez ce triangle-là, vous comptez ainsi de suite. Vous avez deux qui comptent. Hein, et puis on compare les listes, vous les appelez à haute voix. Au bout si vous fermez le bureau à 18h, à 20h, vous avez les résultats. Pourquoi voulez-vous que les résultats, ça soit prononcé par un monsieur qui a bravi? C'est là où vous faites tout. Donc si vous voulez la vérité des yeux, eh bien, il faut compter les bulletins sur place. 18h, fermez le bureau de vote. À 20h, vous avez les résultats. Voilà ce que je pense. Alors, j'ai un problème de régie, mais j'ai pu trouver la manière de faire ça. Et donc, je disais qu'il ne faudrait pas qu'on s'arrête simplement en nos petits jugements comme ça. Il faut toujours aller loin. C'est ce que je fais dans mon domaine. C'est pas de la rébellion, ça m'amuse un peu. Et tous ces gestionnaires qui parlent de l'inventaire, ils font quel inventaire avec la quantité, un stock théorique ou comptable. Ils partent de fouiller là-bas. Je dis non, c'est pas l'inventaire qu'on doit enseigner aux futurs économistes de ce pays. Il faut mettre le prix dedans, c'est-à-dire la valeur. Et donc, je le redis parce que je travaille sur plusieurs logiciels. Je connais bien, comment on appelle, c'est la gestion commerciale. C'est Congo Page, hein, qui aime écouter ça. Il est docteur en sociologie, mais je vous assure, il aime bien que quand je m'amuse un peu avec ça, les théories économiques, hein, je dis bien Congo Page, hein, parce qu'il sera bien content qu'on parle de son organe de presse en ligne, qui est d'ailleurs très bien rédigé et qui n'est pas souvent partisan. Et bon, en tout cas, donc je disais, et avec les deux logiciels, il faut savoir travailler avec. Lorsqu'on ne connaît pas la formation d'un prix, alors vous risquez de raconter en tout cas des amusements à vos futurs cadres, parce que ciel, il y a le prix. Donc il faut commencer par la formation d'un prix. Donc le prix brut, hors taxe, s'il y a remise, hein, on peut ne pas voir ça, moins remise, vous avez ce prix net. Mais ce prix net-là, vous l'additionnez avec les frais de transport, ou je ne sais pas, les frais de négociation, d'administration, vous montez à ce qu'on appelle le coût. Après le coût, hein, vous ajoutez la marge, parce que vous êtes une entreprise, la première fonction c'est faire le profit, après vient le social, et donc vous montez au prix des ventes hors taxe. Je vous assure que j'ai lu le logiciel Stock ETZ, je pense de Metalux, qui est un très beau logiciel. Je vous assure que d'un coup je n'ai pas compris. Ils sont passés directement au prix de vente hors taxe. Or, le prix de vente hors taxe, c'est un langage commercial que je trouve dans Ciel Gestion Commerciale. J'étais un peu surpris. Je m'attendais à trouver un prix unitaire hors taxe parce que le logicien, il travaille avec le prix unitaire hors taxe. Donc, ce sont l'équivalent. Après, vous montez, puisqu'on disait que l'État aussi devait avoir des ressources, vous ajoutez cette taxe imbécile, la TVA, c'est pas dit par moi, par François Mitterrand, et je pense qu'il avait raison. Entre les riches et les pauvres, au niveau de la baguette, ils sont assujettis à la même TVA. Donc c'est un peu imbécile, mais enfin, ça fait partie des ressources de l'État. Et donc, je disais, mes stagiaires, ils ont été surpris. Je dis, à l'entrée, ça rentre avec un coût. À la sortie, ça sort avec un prix hors taxe. Donc c'est là qu'il faut entraîner vos apprenants, vos stagiaires, des bacs plus, je ne sais pas, plus de 2, à rechercher ce qu'on appelle le prix de revient. Parce qu'il y a une acquisition, il y a des immobilisations dedans, et donc vous ne pouvez pas faire l'inventaire avec les prix de vente, vous allez le faire avec le coût, parce que c'est une possession. Et puis ainsi de suite. Bon, en tout cas, c'était une façon de faire un petit coucou à Congo Page, parce qu'il aime ça, il aime entendre dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi je disais que M. Piketty, quand il s'est aventurier à la place du monde, veut lire comme ça,
Il croyait qu'on était dans un silence de cathédrale. Il va dire, il est le brillant. Et quand on va l'écouter, il a dit que ça sera aspiré. Comment ça sera aspiré? Nous allons mettre les budgets d'accompagnement. C'est ce que Jean Castex ne savait pas définir. Je vous le dis, c'est pas parce qu'il a fait l'ENA. Et il a fait de confusion pendant cette période. On devait avoir un modèle rotatif. C'est ça la prime à la casse, la prime à la paresse. Et ils ont oublié qu'on était dans cette économie de remembar, de l'économie libérale. C'est de la concurrence. Parce que quand on est entreprise petite ou pas, ils avaient le Coca-Cola à vendre et qu'il fallait les laisser faire. Et dans cette situation-là, on a dit, parce que le modèle existait, hein, l'Athénée est différencié. Quand il n'y a plus de pollution, il n'y avait que ça, il fallait appliquer, mais je pense que je ne sais pas piqué par quoi, en tout cas, Jupiter est allé suivre les Anglais et non les Allemands, et quoi qu'il en coûte, tout le monde était fier, mais aujourd'hui, heureusement que la garde, hein, qui devait prendre la place de Borne, le Premier ministre, à Mathieu, dans la rue Varenne, avait dit faire attention, parce que c'est quand même une dette souveraine, parce que les générations futures seront amenées à payer cette dette. Alors, quand toutes les économies du monde sont au repos, c'est un peu de la physique qu'il faut introduire dans l'économie. Hein, vous avez cette poulie, en bas, vous mettez l'économie réelle. De l'autre côté, l'autre bout des ficelles, vous mettez la force. C'est lui qui représente la finance. Mais quand il n'y a pas mouvement, je pense que l'économie est égale à la finance. Donc, pour être sérieux, on a eu une économie allemande forte, donc monnaie forte. Donc, c'est là que je dis que c'est à l'économie de bâtir la finance. Il n'y a pas que ça comme argument. On a dit que dans les 4 points cardinaux, il y avait l'entreprise et ses concurrents. Et autour de ça, gravité, on a dit la banque. Donc la banque, c'est de l'économie de l'information, ne peut pas être les fondamentaux de l'économie. Et donc, voilà et voilà. Donc, je pense que il faut terminer cette causerie. Je reviendrai. J'ai fait un coucou, en tout cas, à Congo Page et à très bientôt. Merci beaucoup. Je pense que j'aime bien la musique. Voilà, la régie. Merci beaucoup.